est admirateur inconditionnel de Jean-Marie Le Pen. C'est un turbulent militant estudiantin pour le plus grand des plaisirs de l'extrême gauche Lorraine. Il est délégué régional du Parti de la France pour la Lorraine et aussi membre du bureau politique du Parti de la France. Merci d'accueillir Pierre-Nicolas Nus. Merci Charlène, merci pour cette introduction. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai connu un certain nombre de difficultés pour rédiger les notes de mon intervention. Alors, si j'ai eu du mal à les rédiger, ce n'est pas parce que je n'avais rien à vous dire à ce sujet. Le sujet est assez dense. Ce n'est pas parce que je suis timide, j'ai réputation d'être assez franc du collier. Même en bureau politique, Réjeanne pourra témoigner que je suis parfois un peu brut de décoffrage. Je ne suis pas timide du tout, et si j'ai eu du mal en réalité à rédiger les notes de mon intervention, c'est tout simplement parce que, comme vous l'a dit tout à l'heure Bruno, dans ce pays, il n'existe plus de liberté d'expression. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de s'exprimer, donc pour les gens qui s'expriment de manière assez libre, telle que moi, c'est assez difficile, j'en ai fait souvent les frais, parfois j'ai même pas besoin de m'exprimer, puisque il y a 5 ans en arrière, j'avais simplement relayé, ça va vous faire hausser les épaules, j'avais relayé un dessin animé sur ma page Facebook. Ils m'ont mis 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 briques d'amende et 5 ans d'interdiction d'exercice de la profession d'avocat. Bon, quelque chose me dit que mon engagement politique de l'époque et celui d'aujourd'hui n'est peut-être pas tout à fait étranger à ce jugement politisé. L'autre difficulté que j'ai eue en rédigeant mon intervention, c'est que je vais aujourd'hui vous parler d'un domaine qui est extrêmement sensible, en l'espèce de la justice. Et s'il est sensible, eh bien c'est parce que les magistrats, qui en sont les maîtres, considèrent qu'il s'agit de leur chasse gardée, et ils n'apprécient pas que les gens, en particulier ceux qui ont notre couleur politique, mettent le nez dans ce qu'ils estiment être leurs affaires, mais qui sont en réalité nos affaires. D'une part, parce que leur prise de décision impacte durablement nos vies et de manière généralement négative, et encore et surtout, et c'est même par là que j'aurais peut-être déjà dû commencer, eh bien, c'est parce que ces gens sont payés avec notre pognon, avec l'argent de nos impôts. Voilà. Alors, dans la mesure où il n'existe plus de liberté d'expression dans notre pays, vous comprendrez mon intérêt de ne pas me retrouver à la sortie embarqué les menottes au poignet en direction du TJ de Paris pour être jugé par la 17e chambre correctionnelle. Enfin, comme normalement ça ne devrait pas arriver, il n'est pas censé y avoir de garde à vue pour les délits d'opinion, enfin du moins pas encore. Aujourd'hui, on se contente simplement de rétablir, tel qu'il en existait en RDA, en URSS ou même en Allemagne nazie, puisqu'ils nous nazifient, alors soyons fous, nazifions-les aussi. Aujourd'hui, on criminalise certaines opinions, on interdit par exemple à l'opinion russe de s'exprimer sur notre territoire. Voilà, il y a un gouvernement qui estime qu'il y a une vérité, et Sputnik, et Russia Today, ils n'ont plus le droit de s'exprimer chez nous, puisque c'est de la désinformation. C'est exactement ce qu'a fait la Pravda, c'est ce qu'ont fait les services de la Stasi, ou encore de la Gestapo en Allemagne nazie. Moi aussi, je peux nazifier ces gens. Petite parenthèse, je tiens à préciser que si quelqu'un a essayé de me nazifier, alors, il y a déjà un individu qui a essayé de le faire récemment. Il avait écrit que j'étais un néo-nazi et un antisémite notoire. Je lui ai fait un procès. Et comme quoi il y a encore des magistrats honnêtes dans ce pays, il a été condamné le 11 janvier dernier à me verser la somme de 8 briques. Donc ne me cherchez pas entre les... Donc il est inutile de me chercher entre le 10 et le 17 avril, puisque je partirai en croisière sur la Costa Brava avec l'argent de cette petite saloperie. Ce n'est peut-être pas à moi de le faire, mais je trouve que c'est important. Ce n'est pas le discours qui a été le plus applaudi, parce que c'était sans doute le plus technique, le plus académique, mais une des interventions que j'ai trouvée la plus importante aujourd'hui était celle de mon camarade du Nord, Maxime Leroy, sur l'économie. Si je devais vous résumer ce que j'en ai compris en une ligne, c'est que pour être de droite nationale, et c'est important de le dire, encore faut-il déjà être de droite. Et je ne parle même pas de toutes les conneries que l'on peut entendre dans nos milieux, alors je ne parle pas bien sûr au Parti de la France,
Et bien sûr, je ne parle pas de ce qui est dit aujourd'hui au Front National, qui ne s'appelle d'ailleurs plus comme ça, puisqu'ils ont tout renié. Ils ont renié le fondateur, ils ont renié le programme, ils ont renié la flamme, ils ont renié absolument tout. Même sur l'immigration, ils se mélanchonisent de plus en plus. C'est-à-dire aujourd'hui, la seule chose qui différencie le Rassemblement national du parti de M. Mélenchon, c'est la question de l'immigration. Or, nous sommes successivement passés d'un Front national qui préconisait un retour au bled des immigrés, à un Front national qui, dans les années 2000, préconisait une immigration zéro, à un Front national qui ne préconise plus aujourd'hui qu'une immigration divisée par 20. Ce qui signifie, et j'espère que ça n'arrivera pas, que si cette ignoble et stupide bonne femme qui préside le parti actuellement devenait présidente de la République dans les prochaines semaines, et quand bien même elle accepterait d'appliquer son programme, eh bien nous aurons à la fin de son mandat, à la fin de son quinquennat, nous aurons 100 000 immigrés en plus dans notre pays, alors que nous ne pouvons plus en accueillir. 100 000 immigrés en plus, cela fait à peu près l'équivalent de la population, chaque année, qui rentrerait chez nous, la population de la ville de Cavaillon. Cavaillon du Sud, Cavaillon c'est melon. Et c'est fruits à coque. Bon, trêve de digression, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Initialement, Thomas m'avait demandé d'intervenir sur la question de la légitime défense et de la sécurité. C'était sans doute, probablement, pour faire écho au projet d'Éric Zemmour de singer la justice suisse en la matière et en instaurant dans notre endossement juridique le droit à la défense excusable. Alors, à titre personnel, je ne suis pas très partisan de cette conception. À titre personnel, je suis plutôt partisan d'une loi de type états-unienne, nommée, je vais la traduire en français parce que j'ai un accent anglais épouvantable, c'est la loi « Défendez votre territoire », telle qu'elle existe aux États-Unis, notamment en Floride, au Texas, au Nouveau-Mexique, au Tennessee, par exemple. Une loi que les gauchistes américains surnomment, ainsi que les militants woke, la loi Shoot First. Ça, je pense que ça vous parle un peu plus. Voilà, alors ce n'est pas ce que propose Éric Zemmour, mais le concept qui est présenté par Éric Zemmour est un bon projet. C'est en tout cas le meilleur projet qui nous est proposé parmi tous les candidats, et en tant que tel, en tant qu'homme de droite, en tant qu'homme pragmatique, eh bien, il conviendra de le soutenir. La sécurité et la justice, ce sont généralement des sujets qui nous intéressent, car ils sont le reflet des préoccupations de la société et de ses valeurs. Or, aujourd'hui, dans notre société, tout se passe comme si la société ne trouvait pas des raisons suffisantes de les défendre. Plutôt que de me cantonner dans le seul cadre de la sécurité et de la légitime défense, j'ai estimé qu'il fallait que je vous parle de la justice au sens large, laquelle est devenue, en tout cas en France, un outil au service d'un pouvoir décadent, totalement gangréné par les classiques du syndicat de la magistrature, que je connais bien, puisque j'y étais souvent confronté. Mais qu'est-ce qu'une justice au service des Français? Vous savez, je pense que l'on peut, et même que l'on doit, se passer, se dispenser d'un grand discours ou d'une définition trop académique ou universitaire. Une justice au service des Français, c'est une justice qui neutralise les criminels en les mettant hors d'état de nuire. Une justice au service des Français, c'est une justice qui n'envoie pas les citoyens, les bons pères de famille en prison, dès lors qu'ils sont amenés à se défendre contre des meutes de fin de race qui ont échappé à la diligence des forces de l'ordre ou des magistrats. Une justice au service des Français, c'est une justice qui n'envoie pas en prison un paysan, un commerçant qui tire sur un braqueur ou un cambrioleur, fût-il qui l'aurait tiré dans le dos. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a à foutre? Non mais c'est vraiment un truc que je n'ai jamais compris. C'est hallucinant. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire. Vous savez, généralement, quand je parle comme ça, et ça va sans doute arriver sous les commentaires, si ce n'est pas déjà le cas, si on n'a pas modéré comme on devrait le faire, eh bien, on me dit, mais vous vous rendez compte, monsieur Luc, de ce que vous dites, nous aurions les mêmes dérives que la société américaine. Et moi, je dis, mais oui, exactement. On aurait les mêmes dérives que la société américaine, qui sont bien meilleures que les dérives que nous avons dans la société française. Petite statistique toute simple. On essaye de vous faire croire que s'il y avait par exemple des armes en libre circulation comme aux États-Unis,
eh bien la France serait comme le Far West. Eh bien oui, c'est vrai. Mais la plupart des individus ont peut-être même vous-même, en raison du cinéma, en raison de ce qu'on nous a inculqué dans l'éducation nationale, on essaie de nous faire croire que le Far West est quelque chose de violent. Alors pour prendre une référence que tout le monde connaît, le Far West, ce n'est pas le bon, la brute et le truand. Et d'ailleurs, rappelons que ce film, dans lequel joue Clint Eastwood, se déroule lors de la guerre de sécession. Et que lorsqu'il y a une guerre, par définition, on se tire dessus. Le Far West, c'est la petite maison dans la prairie. La criminalité était tellement faible, les meurtres par arme à feu étaient tellement rares, qu'aujourd'hui, on continue encore à faire des films sur la fusillade de Tombstone qui s'est déroulée il y a plus de 200 ans. Il y a plus de 300 millions d'armes en circulation aux États-Unis. On nous dit qu'il y a 30 000 morts par an. Alors, certes, c'est pas pour jouer le tocard de relativiste, c'est toujours un de trop, mais 30 000 morts dans une population de 300 millions d'habitants, c'est 0,3%. Ce n'est rien du tout, c'est un point de détail, il faut le dire. Enfin, et ça je pense que vous serez tous d'accord avec moi, puisque je sais que certains d'ici, y compris des gens qui sont les plus modérés, je pense par exemple à Pierre Cassin, qui n'est pas un extrémiste, vous savez, c'est pas un ancien du GUD, Pierre Cassin, c'est pas un zouave Paris, c'est quelqu'un qui vient de la gauche trotskiste, qui est parfaitement, d'ailleurs il est même beaucoup plus modéré que certains catholiques, puisque lui il est partisan de la laïcité, mais Pierre Cassin est quelqu'un que j'ai appris à apprécier, malgré le fait que je sois profondément de droite, puisque c'est un homme courageux. Et je me souviens même d'ailleurs, c'était au cours d'une journée des BBR qui était organisée par notre ami Roland Hény, qui est ici. Et il avait pris position contre un monsieur que j'aime beaucoup. Il avait pris le micro, et c'était une salle qui n'était pourtant pas acquise à sa cause. Il a dit, eh bien non, écoutez, monsieur, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Alors je ne me souviens plus vraiment de ce qu'avait dit Pierre Vial, mais je crois qu'il était en train de parler du nombre de fruits à coque qu'il y a dans les rues de Moscou. Voilà. Oui, je suis obligé de me modérer, j'ai pas envie d'aller en prison. Voilà. Une justice au service des Français, c'est une justice qui n'est pas politisée. C'est une justice qui ne se rend pas dans l'ombre du syndicat de la magistrature et de ses gnomes ignobles. C'est ça et c'est rien d'autre. Il n'y a pas d'autre explication possible. Défendre la nation et son peuple, rendre la justice, telles sont les missions de l'État. C'est ce qui justifie son existence et le transfère à son profit du monopole de la force publique. Or, l'actualité et les jugements rendus par les tribunaux français nous démontrent chaque jour que nous vivons dans un État failli. Nous subissons un État qui fait preuve d'une mansuétude révoltante à l'égard des pires rébus de la société. C'est à croire que plus ils sont irrécupérables et odieux, et plus les tribunaux se montrent laxistes, et en contrepartie, ces mêmes tribunaux font preuve d'une sévérité et même d'une intransigeance inversement proportionnelle à l'encontre des quelques justiciables, tels que moi, qui seraient amenés par quelques avatars malheureux à se retrouver devant les juridictions judiciaires, parfois en totale violation de l'ordre public. Les Français n'ont pas confiance en la justice de leur pays. Selon un sondage du CSA réalisé pour le Sénat en septembre 2021, 68% des Français interrogés considéraient que la justice est trop laxiste. Comment leur donner tort? Il faut que vous sachiez que lorsque vous allez au tribunal, que ce soit en tant que prévenu, c'est-à-dire en tant qu'accusé d'une infraction, ou en tant que victime, c'est-à-dire en tant que partie civile, eh bien vous avez à peu près une chance sur 3 de tomber sur un magistrat membre du syndicat de la magistrature. Et ce n'est pas rien. Il revendique 30% du corps magistral. Alors si vous prenez votre téléphone tout de suite et que vous allez sur Google, ça ne va pas marcher, il n'y a pas de réseau ici. On est dans une véritable carte. La première source vous indiquera que le syndicat de la magistrature est défini comme un syndicat professionnel de magistrats français fondé le 8 juin 1968, inspiré des idéaux de mai 68 et du marxisme. Ben voyons, tout un programme et on se demande qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays. Ces gens-là rendent la justice. Si jamais un jour vous sortez d'une soirée en ayant un petit peu forcé, disons, sur le vin rouge, en étant un petit peu en état de surchauffe, et que vous êtes contrôlé par une patrouille de police, vous serez envoyé au tribunal. Et parfois, vous pourrez finir en prison. Vous savez, on a un ami qui intervient souvent dans nos conférences, il n'est pas là aujourd'hui, c'est Olivier Piacentini. Olivier Piacentini s'est retrouvé en prison, pas avec un bracelet électronique,
Pas avec un aménagement de peine, non, il a été en tôle. Qu'avait fait Olivier Pachentini? Avait-il tagué une croix hindoue dans un cimetière? Avait-il saccagé une librairie gauchiste? Non, il avait simplement commis un excès de vitesse au volant de sa belle voiture. Mais peut-être que le fait qu'il ait écrit un livre nommé OPA sur l'Élysée, un système Macron, n'était peut-être pas étranger à son jugement. Le syndicat de la magistrature, en 2001, avait édité un mode d'emploi à destination des voyous intitulé « Vos papiers, que faire face à la justice ?» La couverture de cet ouvrage représentait une tête de porc grimaçante coiffée d'un képi de flic, traduisant ainsi toute la considération qu'ils ont à l'égard des forces de l'ordre qu'ils sont censés protéger. Le syndicat de la magistrature s'enorgueillit pareillement d'un texte intitulé « La harangue de Baudot à l'intention des magistrats débutants ». Des étudiants en droit qui vont intégrer le monde de la magistrature. J'en ai connu. On n'était pas spécialement amis. S'adressant à ces jeunes magistrats, la harangue du sieur Baudot débute ainsi. On vous a doté d'un pouvoir médiocre, celui de mettre en prison. On ne vous le donne que parce qu'il est inoffensif. Évitez d'abuser de ce pouvoir. Ne croyez pas que vous allez, nouveau Saint-Georges, vaincre l'hydre de la délinquance par une répression impitoyable. Si la répression était efficace, il y a longtemps qu'elle aurait réussi. Qu'on le veuille ou non, vous êtes des assistantes sociales. Soyez partiaux, ayez un préjugé favorable pour la femme contre le mari, pour l'enfant contre le père, pour le débiteur contre le créancier, pour l'ouvrier contre le patron, pour l'écrasé contre la compagnie d'assurance de l'écraseur, pour le malade contre la sécurité sociale, pour le voleur contre la police, pour le plaideur contre la justice. Et quand vous voyez ce qui irrigue, ce qu'on inocule plutôt dans les têtes de nos jeunes magistrats, eh bien vous comprenez ainsi tout ce qui ne tourne pas rond avec la sécurité. Vous comprenez ainsi que si vous avez par exemple votre mère qui se fait arracher par un petit branleur en scooter qui lui tire son sac à main et qui va traîner votre mère sur plusieurs mètres, eh bien vous comprenez que parfois ce type qui a fait ça va ressortir immédiatement libre des tribunaux. Parce que dans la tête des magistrats de gauche, eh bien le délinquant est une victime de la société. C'est le pur délire de rousseauiste. C'est l'homme qui naît naturellement bon et la société qui le corrompt. Ce qui est bien évidemment totalement faux. Michel Audiard disait « La justice, c'est comme la Sainte Vierge. Si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. » Alors je vous le dis clairement, le doute s'est installé dans mon esprit. Je n'ai pas confiance en la justice de mon pays. Malgré la présence de nombreux magistrats honnêtes, la magistrature demeure globalement corrompue aux ordres et profondément pervertie par des idéologies néfastes. Au quotidien, la grande majorité des délinquants échappent à toute peine et les rares sanctions prononcées sont trop faibles. Le ramollissement de la législation pénale depuis 50 ans est évident. Dans le droit pénal français, l'échelle des peines s'est considérablement raccourcie. Les hautes sanctions ont quasiment disparu. C'est le cas de la peine de mort et de la réclusion criminelle à perpétuité qui a été supprimée de fait avec l'abolition de la peine capitale en 1981. On voit aujourd'hui les meurtriers sortir de prison au bout de 2 ou 3 ans, maximum 5. C'est le résultat de la guerre menée aux longues peines, les peines dissuasives par les associations d'extrême gauche. Il y a un cas très emblématique pour illustrer nos propos. Vous en avez tous déjà entendu parler, à moins que vous habitiez dans une grotte. C'est le fameux Jawad Ben Daoud. Alors, on en a beaucoup rigolé de ce fameux Jawad Ben Daoud. On en a fait des mèmes, on en a fait des vidéos humoristiques. Mais on a surtout oublié que ce fameux Jawad Ben Daoud n'est pas rigolo du tout. Jawad Ben Daoud a été condamné en 2008 pour homicide involontaire. On ne sait pas par quel cheminement intellectuel les magistrats sont arrivés à cette conclusion, puisqu'il avait quand même massacré un jeune homme à coups de hachoir sur fond de vol de téléphone portable. Mais bon, il l'a tué sans faire exprès à coups de hachoir. Il ne faudrait pas être trop sévère avec lui. Il n'a pris que 8 ans d'emprisonnement. Alors, comme je viens de vous le dire, il a été condamné en 2008. Normalement, il aurait dû sortir en 2016. Eh bien non, il est ressorti dès 2013. Et entre 2013 et 2014, il a été condamné plus de 13 fois par la justice. Notamment pour trafic de stupéfiants, notamment pour violence conjugale. Et il est devenu un caïd dans son quartier, il a fait l'objet de plus de 30 mains courantes de la part des commerçants qu'il terrorisait. Et point d'orgue
de l'ignominie. Après les attentats du Bataclan qui ont endeuillé la France, après ces tueries absolument ignobles, il a hébergé chez lui des terroristes. Et lorsque la police lui a demandé pourquoi est-ce qu'il les avait hébergés, il a dit écoutez, je ne savais pas que c'était des terroristes. Exactement comme il avait tué le jeune homme 8 ans plus tôt à coups de hachoir en disant je n'ai pas fait exprès. Les juges l'ont cru, ils l'ont remis en liberté. Et l'année dernière, je l'ai encore vu à la télévision, il était jugé, encore une fois, pour une affaire de violence conjugale. Alors pardonnez-moi de ne pas mâcher mes mots, mais la question me semble évidente. Pourquoi est-ce qu'on s'emmerde avec des cas pareils? À défaut de le placer sur une chaise électrique sur laquelle il aurait toute sa place, on pourrait peut-être envisager... je ne sais pas comment on dit, humaniste, raisonnable, modéré. On pourrait peut-être tout simplement envisager de le renvoyer au bled, par exemple. Eh bien non, vous applaudissez parce que vous êtes d'accord avec moi, mais je vous garantis que quand je sors ça à la fac, je me fais flinguer. Oui, parce que dans l'esprit des gens de gauche, nous devons absolument cohabiter avec ces gens, même s'ils ne veulent pas cohabiter avec nous. Nous devons absolument les considérer comme Français, même s'ils ne se considèrent pas comme Français. En l'espèce, ils se considèrent comme les sujets du califat de la République islamique. Eh bien non, nous devons les considérer comme Français, nous sommes obligés de les accepter chez nous, nous sommes obligés de les tolérer, nous sommes obligés de les entretenir, on n'a absolument pas le choix. J'y reviendrai souvent, le gauchisme est une maladie mentale. Tout ceci est le résultat de la politique d'individualisation des sanctions pénales appliquées par les magistrats qui permettent de tenir compte du contexte social du crime, des progrès effectués par les délinquants pour moduler le temps de la peine. Dès lors, il n'y a plus de plafond ou de plancher légaux. Tout cela a des conséquences car en affaiblissant le caractère dissuasif du système judiciaire, nous encourageons la délinquance, la violence et le crime. Il faut voir les choses en face. D'abord, les juges subissent la multiplication des textes de loi, des actes réglementaires, des normes européennes et des traités internationaux. Cette inflation normative correspond à la complexification de la vie et ralentit considérablement l'activité judiciaire. Ensuite, débordés de travail et privés de moyens indispensables, les juges ne sont plus en mesure de remplir leur mission fondamentale, protéger les citoyens. Ils ne sanctionnent plus assez vite, plus assez fort. Il en résulte que le sentiment d'impunité se répand chez les criminels, lequel les invite à des transgressions de plus en plus graves. Enfin, les magistrats savent que les capacités pénitentiaires sont saturées. Dès lors, pourquoi condamner à des peines privatives de liberté dont on sait qu'elles ne seront jamais exécutées, faute de place? Il faut bien mesurer en effet, mesdames et messieurs, l'extrême dénuement et la misère de notre système carcéral. Alors qu'il n'y a plus assez de places de prison, la principale préoccupation du syndicat de la magistrature est de limiter les crédits destinés à la construction de nouveaux établissements pénitentiaires. Et c'est sans oublier l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante, laquelle divise ipso facto par 2 la peine encourue par un criminel ou un délinquant. Il faudra bien que nous arrêtions ce délire un jour. Nous, au pouvoir, nous permettrons aux citoyens de se défendre. Nous rétablirons la peine de mort. Nous mettrons en place les peines minimums dites plancher. Nous serons impitoyables envers les délinquants et les criminels. Nous tendrons vers l'État légal au lieu de l'État de droit qui est la dictature des juges et en France la dictature des juges rouges. Nous supprimerons la justice des mineurs, exploitée par les grands frères des cités qui ne savent que trop bien que les petits de la dernière portée ne risquent rien face à la police et la justice. Nous rétablirons le crime de forfaiture qui punira les magistrats qui violeront la loi. Il est temps de rétablir la loi et l'ordre, pour paraphraser Donald Trump. Nous le ferons, car c'est notre devoir de politique. Nous considérons la société, nous hommes de droite nationale, comme un corps organique sur le modèle du corps humain. Notre rôle, c'est d'identifier et de neutraliser les cellules malades et cancérigènes afin d'éviter qu'elles ne se métastasent et contaminent l'ensemble de la société. Et sur ma foi et devant Dieu, nous le ferons. L'heure du grand règlement de compte arrive. Nous sommes la droite qui arrête de geindre, la seule vraie droite. Nous sommes la droite, pour paraphraser et pour citer notre regretté, et vous l'avez connu ici, Roger Hollande, notre président d'honneur,
Nous sommes la droite de l'honneur et du devoir. Fin de citation. La droite du courage. Alors, vive la droite nationale, vive la France et son seul parti, salut à la victoire et maître chez nous.